Bonjour, Priscille de Ponsin. Je travaille chez Saint-Gobain, donc je voulais rebondir sur plusieurs points. Déjà, Madame Claire Tutenu disait qu'il fallait des politiques, que les politiques publiques incitent à la transition énergétique. Moi, j'ai l'exemple de Saint-Gobain, c'est qui a surfé sur le Grenelle de l'environnement. C'est un cadre qui est embauché par Jean-Luc Borloo, qui venait d'une autre entreprise, qui a rédigé le RT 2012 et Isover, qui est leader mondial de la laine de verre, a surfé là-dessus et ça a marché très très bien. En fait, il faut des politiques publiques, mais aussi il faut que les chefs d'entreprise aillent voir les politiques et essayent de faire du lobbying pour. Ils cherchent du profit, d'accord, mais aussi ça peut être dans l'intérêt de la transition énergétique. C'était un exemple. Voilà. Je voulais poser une question. Vous avez parlé de Monsieur Philippe Quirion et Christophe Krinikiewski. Vous avez parlé beaucoup des emplois dans le bâtiment et j'ai noté autre chose. Vous n'avez pas parlé tellement de l'agriculture. Et pour moi, la transition énergétique se passe aussi dans le domaine de l'agriculture, qui peut être très créateur d'emplois, parce que si on veut une agriculture qui soit plus intensive et qui ne pollue pas tous nos sous-sols et nos nappes phréatiques, passer à une agriculture plus durable, c'est une source d'emploi phénoménale à mon sens. Donc je voulais vous entendre là-dessus. Et aussi pour le local, vous n'avez pas parlé de ce qui était économie circulaire aussi, qui dans l'alliance de différents pôles au niveau local pour faire des économies d'énergie aussi. C'est aussi de la transition énergétique à mon sens. Voilà, l'économie circulaire, c'est les déchets des uns servent de matière première aux autres, pour résumer brièvement le phénomène. Christophe Kriniewicz, sur l'aspect agriculture, vous aviez parlé des AMAP notamment, mais c'est qu'une toute petite partie. Bon, je vais reprendre le début de votre... sur l'agriculture, on peut penser à d'autres formes d'isolants, d'accord, le chanvre et les filières locales. Et là, effectivement, et de l'économie circulaire. Et quelque part, ça invalide un petit peu la recommandation que vous faisiez qu'il faudrait que Saint-Gobain et Isover fassent du lobby au détriment de certaines filières. Les filières chanvre aussi. Alors bon, il y a sûrement de la place pour tout le monde, mais enfin bon, on sait que dans le bâtiment en France, les réglementations, les DTU, etc., sont bloquées aussi par certains grands groupes, quoi. Donc oui, pour faire la transition énergétique dans l'agriculture, y compris pour du matériau biosourcé, mais attention aussi aux conflits d'intérêts, quoi. Ouais. Philippe Quirion. Plusieurs points. Alors sur l'agriculture, effectivement, c'est très important. C'est un aspect du scénario Négawatt et du scénario lié à Négawatt qui s'appelle After 2050, qui concerne l'agriculture, l'alimentation, usage des sols, que j'ai pas traité jusqu'à présent, mais que je vais traiter, sur lequel je commence à travailler. Donc j'espère sortir des résultats d'ici 6 mois. 6 mois, 1 an. Ceci dit, il y a quand même des éléments quantitatifs intéressants, en particulier sur l'agriculture biologique, puisque dans le recensement agricole qui est fait tous les 10 ans environ en France, la dernière fois a été posée la question, est-ce que vous avez des produits labellisés agriculture biologique ? Et bien sûr, la question de l'emploi est posée aussi, et ce qui a permis au ministère de l'Agriculture de sortir quelques documents qui montrent que l'agriculture biologique crée davantage d'emplois que l'agriculture conventionnelle, ce qui n'est pas surprenant, parce que typiquement, là on est vraiment, quand on passe du conventionnel au biologique, on substitue en particulier des intrants chimiques, on les remplace par de la main-d'œuvre, en schématisant à outrance. Après, oui, sur l'économie circulaire, effectivement, il y a aussi des tas d'autres choses à étudier, qui encore, c'est pas les besoins de travail qui manquent dans la recherche, dans les études là-dessus. Je voudrais quand même revenir, sur les questions le lobbying des entreprises. Effectivement, Saint-Gobain a joué un rôle important pour essayer de faire monter le dossier de la rénovation thermique des bâtiments, et d'autres entreprises aussi ont un rôle d'influence qui va dans le bon sens. Mais voilà, c'est pas toujours le cas. Si on prend la principale politique, ce qui devrait être la principale politique climatique européenne à l'heure actuelle, qui est le système de quotas européen, on a un problème énorme qui est qu'il y a trop de quotas, donc le prix est pas complètement nul parce que les acteurs anticipent que peut-être il y aura une intervention publique qui va le faire remonter, donc ils les gardent pour le cas où, mais on a un surplus de quotas qui correspond à plus d'1 an d'émissions. Et on n'a pas pour l'instant tellement de perspectives de résoudre le problème. Et une partie des entreprises
prend position pour réduire l'offre de quotas de manière à ce qu'on ait enfin une rareté et un prix qui remonte, et donc une incitation à réduire les émissions dans un système qui couvre la production d'électricité et l'industrie lourde en schématisant, plus le transport aérien. Et puis une partie des entreprises qui fait un lobbying complètement en sens inverse, y compris ArcelorMittal, qui est toujours intervenu sur le thème avec ce système on va à la ruine, alors que comme ils ont toujours reçu beaucoup plus de quotas que ce dont ils avaient besoin, en fait ils en ont profité financièrement. Donc le lobbying des entreprises, il va évidemment pas toujours dans le sens de l'intérêt général, ce qui est bien gênant, puisque comme l'a dit ma voisine, je suis bien d'accord avec ça, la transition énergétique ne se fera pas sans politique publique forte. Bien sûr, on peut chacun agir un peu sur ses comportements, enfin par ses comportements pour réduire les impacts, mais l'essentiel se fera de manière collective par la loi, par la réglementation. Il ne pourra pas se faire sans ça. Autre question ? Oui, monsieur ? Quentran, vous entendez? Oui. Oui. Quentran, ATD Carmonde. Puisque le thème de cette revue, c'est les choix politiques à l'épreuve de la justice sociale, je voudrais juste partager quelques expériences ou constats. Hier, l'orateur, je crois, Pablo Solo, a parlé de cette construction de la digue pour les besoins énergétiques en Thaïlande. Il se trouve que j'ai été dans ce pays pendant 3 ans avec ATD Carmont. Vous voyez, il y a aussi dans le discours, c'est que ce besoin énergétique, c'est pour remplacer les sources traditionnelles. La question, c'est que toutes ces familles, toutes ces personnes, ces populations qui ont été déplacées pour ça, il y a pas du tout une réflexion sur leur conversion dans des emplois que permettent ça. Je connais aussi des communautés au Vietnam. Elles travaillent dans le recyclage, d'ailleurs dans les déchetteries publiques. Et après, quand il y a une politique d'industrialisation de cette filière, il n'y a pas du tout le pourcentage, par exemple, sur 700 familles, il y a environ 35 personnes qui ont été reprises dans certains emplois créés pour cette nouvelle entreprise. Donc, quelque part, comment penser l'économie verte ou bien les nouvelles filières qu'invite la transition énergétique en repartant à partir des plus faibles, des personnes dont, les conditions professionnelles sont les moins proches des nouveaux métiers. Voilà. Oui, Annabella. Notamment, je veux d'abord aller à la deuxième partie de votre question parce que c'est vraiment un sujet qui a beaucoup attiré notre attention pendant les 2 dernières années. Et c'est bien les impacts sur l'emploi en général informel de la professionnalisation de certaines filières, notamment au niveau des déchets. Et on a fait tout un travail de consultation aussi avec des associations qui organisent les travailleurs du recyclage, qui, comme je dis, en fait, souvent ce sont vraiment des gens soit auto-employés ou carrément dans l'économie informelle. Et on a fait ce constat, en fait. On a vu qu'il y a, à partir du moment où on considère les déchets comme une ressource, qui est un peu l'idée même de l'économie circulaire, c'est une ressource qui devient intéressante pour les secteurs privés. Et par conséquent, les secteurs privés ou la puissance publique, parce que ça peut aussi être les villes qui d'un coup disent, voilà, c'est une ressource qu'on veut profiter, on va prendre ce qui a de la valeur là où elle existe. Et du coup, on écarte très vite beaucoup des familles qui vivent de ces déchets. Ceci dit, ce n'est pas toujours le cas. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des expériences très intéressantes, notamment en Amérique latine,
soit par les biais des créations des coopératives, soit par des associations, ou même un travail qui s'est fait en commun avec les mairies pour faire en sorte que ces familles, et là pour le coup, éliminant les travails des enfants, avec une formation et surtout de la protection au niveau de la santé au travail, parce qu'il y a quand même une exposition importante aux substances dangereuses aussi. Donc, prenant compte de tous ces éléments, il y a une possibilité de formalisation de ces salariés qui est certes, qui ne remplace pas exactement les mêmes normes des salariés, mais qui reste beaucoup plus intensive en emploi qu'une transition classique. Disons où oui, il y aurait peut-être un ratio de 1 à 10 entre l'emploi informel et l'emploi formel. Un autre élément qui était très intéressant de voir, c'était à Pune en Inde, où ce qui est arrivé, c'est que l'État, finalement, a donné en concession les quartiers riches à l'entreprise privée et a laissé justement les associations ou les travailleurs informels s'occuper des quartiers pauvres. Donc, du coup, réduisant leur capacité à récupérer de la valeur au niveau de ces déchets. Donc, c'est un thème extrêmement complexe. On a quelques études autour de ça, aussi avec des initiatives intéressantes pour faire en sorte que cette économie verte soit porteuse aussi d'espoir pour ces communautés-là. Et l'autre point, c'est sur les déplacements si j'ai bien compris, les déplacements des communautés quand il s'agit des choix énergétiques assez drastiques, comme la construction des digues, en fait, les gros barrages hydroélectriques, où là, pour le coup, il ne s'agit pas justement d'une transition professionnelle, mais il s'agit, en fait, plus profondément d'un déplacement des communautés très grands, où là, il me semble qu'on devrait aller vers des formes d'énergie qui soient les plus décentralisées possibles et plus à même de répondre aux besoins de ces communautés. Ce qu'on a vu par exemple au Brésil, où 70% de l'électricité va vers l'industrie et en fait ces gros barrages en général ne sont utilisés que pour juste donner de l'électricité à quelques villes les plus importantes, et on a beaucoup de communautés rurales qui sont évincées. Ça, on les voit, en fait. C'est aussi les conséquences de l'hydroélectricité. Et je pense qu'il est important de se pencher sur des solutions plus décentralisées, en fait, pour la génération de renouvelables. Voilà, des personnes en fait, des organisations qui investissaient très fortement sur cette ressource commencent à se poser la question, aussi pour des questions de disponibilité d'eau. En fait, il y a énormément de choses en Afrique. On a construit énormément des barrages. Maintenant, on a des fleuves qui n'ont presque plus des capacités, en fait, de générer cette électricité. Donc, en fait, il y a évidemment des questions sociales, mais il y a aussi une rationalité économique qui n'est pas toujours du côté du développement des gros barrages. Voilà, je pense qu'il faudra peser tout ça dans les propositions et notamment dans les grosses institutions financières internationales qui financent la plupart de ces projets. Donc notre pression devra être de ce côté-là pour essayer de réorienter ça vers des sources plus durables. Autre réaction ? Oui. Ce qu'on peut dire, c'est que concernant les pays émergents, c'est effectivement un challenge peut-être encore plus difficile parce que leur tentation est évidemment d'utiliser le système économique actuel, les prix de l'énergie actuels, pour se développer le plus vite possible. Et donc aujourd'hui, ça veut dire se développer comme s'il n'y avait pas le problème du climat. C'est-à-dire ils ont beaucoup de mal, et c'est difficile, enfin c'est objectivement extrêmement difficile, quand on a besoin de construire des millions de logements comme les Chinois, de se dire qu'en plus il faut qu'on les construise isolés. C'est un peu plus cher, mais même si c'est 5% plus cher, ça veut dire qu'avec une masse financière définie, on en fait 5% de moins. Et aujourd'hui, ils veulent pas faire ils ont beaucoup de mal à faire passer des politiques de développement déjà décarbonées ou qui anticipent ce besoin-là. Et donc c'est vraiment l'un des enjeux des politiques climat ou des transferts nord-sud, d'arriver à obtenir que les modes de développement soient directement décarbonés. Philippe. Oui. Sur la question du passage de l'informel au professionnalisé, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les pays en développement. C'est arrivé aussi au Caire, où il y avait un secteur informel de la récupération, d'ailleurs souvent assuré par des chrétiens coptes, qui a été remplacé par une entreprise privée française d'ailleurs, avec les conséquences sociales, les mêmes types de conséquences sociales négatives en tout cas, mais pour les populations qui opéraient cette collecte jusqu'à présent.
Juste une nuance sur les pays en développement. En fait, la situation change vite. Et si on regarde, alors c'est vrai que la Chine est le premier émetteur de gaz à effet de serre en croissance extrêmement forte. Ceci dit, c'est depuis plusieurs années le premier marché pour l'installation de l'éolien, de l'énergie éolienne. C'est devenu la même chose pour le photovoltaïque aujourd'hui. Alors bon, après l'hydraulique, ça pose les problèmes que vous mentionnez pour le gros hydraulique. Mais on n'est plus dans la situation qu'on avait voici quelques années où, en gros, vous aviez l'Europe, enfin quelques pays européens qui investissaient massivement dans la transition énergétique, et puis le reste du monde qui regardait. Aujourd'hui, d'une part, l'Europe a baissé d'un cran, hélas, en matière d'ambition. Et d'autre part, vous avez beaucoup plus d'investissements dans toute une série de pays émergents. Entre autres, d'ailleurs, parce que les prix ont baissé. Et si les prix ont baissé, c'est grâce au progrès technique qui a été induit par l'investissement qu'ont consenti initialement une série de pays développés, en particulier européens. Je pense au Danemark ou à l'Allemagne sur l'éolien et le photovoltaïque. Et tant mieux. Voilà, ce qui est moins réjouissant, c'est que, d'une part, l'Europe a baissé en ambition et que les États-Unis, on ne peut pas dire qu'ils se soient convertis à la nécessité de lutter contre le problème. Voilà. Et donc, pour l'instant, on a un problème de politique publique, encore une fois. On se trouve on va avoir très probablement un accord à Paris en décembre 2015 lors de la conférence des parties de la Convention climat du protocole de Kyoto. Un accord parce que les chefs d'État veulent un accord, ils ne veulent pas qu'on fasse un Copenhague bis ou qui apparaît comme un échec parce que c'est pas bon pour eux. Mais la plupart se contenteront d'un accord qui sera à minima, enfin en tout cas c'est ma crainte. Donc c'est pas tellement de cet accord international qu'il faudra attendre un développement de politiques européennes et nationales ambitieuses. Mais c'est d'une pression citoyenne dans les pays. Aussi, je pense, de la pression de certaines collectivités à un niveau plus local. Merci. Mademoiselle. Bonjour, Perrine de Castel. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est consommation collaborative, économie de proximité. Je cherche même un emploi dans ce secteur et donc je me demande, mais quels sont les emplois créés dans ce secteur ? Je vois surtout beaucoup d'énergie, beaucoup de jeunes gens idéalistes comme moi qui ont pour souci principal, on va dire, d'avoir une action sociale, environnementale. Et puis je vois à côté des grands groupes qui, eux, ont les moyens, mais pour qui ce souci est non pas inexistant, mais secondaire par rapport à leur souci de faire marcher leur entreprise. Et donc ma question porte sur la réalité de la création d'emplois dans tout ce qui est cette économie de proximité, vous parliez d'autoproduction, etc. Est-ce que ce n'est pas juste un moyen d'occuper des gens qui n'auront pas de travail et qui, du coup, pourront produire eux-mêmes Moi, je n'ai pas de travail. Je suis en service civique. Vous appelez un travail. Moi, pour moi, le travail, c'est quelque chose qui me permettrait d'avoir une rémunération et puis de pouvoir dire à mes parents d'arrêter de me donner de l'argent. Pas forcément de protection sociale. Je pense que c'est la même chose. Oui, ça on peut parler juste au micro, si vous voulez. Christophe, vous aviez parlé un peu de recréer finalement à travers la transition énergétique des emplois localement. Est-ce que vous avez des conseils, des pistes à donner ? On n'est pas le pôle emploi de la transition énergétique, mais voilà. Alors je vais faire un peu de pub, non pas pour l'Angleterre, mais pour l'Allemagne. Il y a un mouvement fort sur tout ce qui est coopérative énergétique en Angleterre. Ça discute beaucoup, avec un contexte très différent du contexte français ou du contexte allemand. Au final, vous ne trouverez pas beaucoup d'emplois pour l'instant. Par contre, en Allemagne, vous avez la moitié de l'investissement dans les renouvelables. Tu corrigeras les erreurs éventuelles, Philippe, toi qui habites à Berlin. La moitié des investissements nouveaux qu'il y a eu dans les énergies renouvelables, ils sont liés à des coopératives énergétiques locales.
Donc, allez voir celui qui intervient dans l'atelier parallèle au nôtre actuellement, qui est responsable des coopératives énergétiques allemandes, parce que là, il y a clairement de l'emploi, et c'est pour ça que les gens essayent de le développer aussi plus en France. Attendez le micro, s'il vous plaît. Ouais. C'était aussi dans la continuité de l'intervention de Dominique Médade ce matin, qui parlait de penser à plus long terme la transition énergétique et la place de l'emploi, qu'on pourrait y trouver, des manières d'occuper les gens qui auraient moins d'activités économiques. Enfin, je mélange un peu tout, mais... Non, mais peut-être pour prolonger votre réflexion, est-ce que la transition énergétique peut être une manière de relocaliser de l'activité? Je ne parle pas de travail ou d'emploi, de l'activité. Parce qu'en fait, le sujet qui se pose, on en a parlé, Annabella a évoqué un peu cette question en fait à la fin de son intervention, c'est est-ce que finalement la nature du travail va changer à travers ça, quoi? Est-ce que il y a beaucoup de débats sur, notamment en France, sur on travaille pas assez, on n'est qu'à 35 heures, tous les autres pays travaillent beaucoup plus. Bon, après quand on regarde les chiffres, il y a beaucoup de choses à dire. La réalité, c'est qu'on est plutôt entre 36 et 39 en durée réelle de travail, etc. Mais on voit bien qu'il y a une question qui se pose. Je pense aussi au patron de Google qui a dit faut pas rêver, il y aura pas du travail pour tout le monde et tout le monde ne pourra pas travailler 40 heures par semaine et avec l'arrivée de la robotisation, etc. Donc là, j'élargis un peu le champ, mais voilà, il y a des vraies questions autour de ça. Est-ce que la transition énergétique aussi va modifier finalement la nature du travail, comme le laissait entendre Annabella? Philippe Quirion, Claire Tutnuy. Je pense que en partie, la transition énergétique, telle que, en tout cas, je la défends, mais sous ce vocable flou de transition énergétique, évidemment, ce vocable abrite des conceptions différentes de la vision que chacun peut avoir du système énergétique. Mais dans cette vision, il y a, oui, forcément des emplois locaux. Si une voiture peut être importée, dans les transports en commun, le matériel peut être importé, même si la France est assez bien positionnée dans ce domaine. Après, dans l'exploitation, dans la construction des infrastructures, c'est du local. Si on veut réparer davantage les produits plutôt que de les changer tous les quelques années alors qu'ils sont tout à fait réparables, ça aussi, ça pourrait se délocaliser, mais c'est quand même économiquement plus logique de faire ça sur place par rapport à la construction neuve, parce que ça fait quand même des flux un peu compliqués à gérer pour faire l'envoi, le retour. Bon. Donc vous avez pas mal d'exemples comme ça, d'emplois qui ne sont pas des emplois nouveaux, qui sont des emplois souvent très anciens, que les gens qui les pratiquent n'associent pas forcément ou pas du tout à de la transition énergétique ou à de la protection de l'environnement, c'était leur emploi. Si on prend la réparation, c'est quand même quelque chose qui a périclité largement, mais dont on peut espérer qu'elle revienne si le cadre fiscal et réglementaire permet de développer un nouveau secteur. Oui, en partie, c'est le cas. Après, je pense qu'on peut faire la transition énergétique sans que ce soit une révolution complète de la manière dont les structures sociales, et en particulier le salariat, soient organisées. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Vous avez pas mal de gens qui vont vous dire le système basé sur le salariat, le marché, etc., est incompatible avec les équilibres de la planète et on ne s'en sortira pas sans remplacer tout ça par autre chose. Il y a de bonnes raisons de le faire, mais voilà, je pense que techniquement, c'est pas le cas, que techniquement, on peut avoir une transition énergétique, ou en tout cas dans laquelle on ne met pas en danger le système climatique et on se passe du nucléaire sans avoir d'aussi grands bouleversements. Je ne sais pas si on est tous d'accord là-dessus dans cette salle. Mais voilà, ce qui veut dire, on peut traiter la question sans forcément tout remettre en cause en même temps. Voilà, et c'est pour ça que je n'aborderai pas cette question toutes les questions que vous avez abordées là.
Oui, Claire Dutnuy. Oui, je vais peut-être essayer En termes d'économie locale, vous avez quelques petites initiatives. Je crois qu'il y a un ensemble d'initiatives décentralisées qui s'appelle La Ruche qui dit oui et qui consiste à ce que des gens se disent qu'est-ce qu'il y a de sympa dans le coin à vendre et en face commerce. Donc une espèce d'intermédiation un peu différente. Vous avez aussi en Allemagne, la KfW a fait un métier nouveau qui n'existe pas en France, qui est du conseil de vie. KfW, c'est la Caisse des dépôts allemande, et elle a une politique de rénovation énergétique et d'accompagnement de la transition énergétique extrêmement forte et financée, puisque les prix de l'énergie permettent de le financer. Et elle a des conseillers qui vont chez les gens, et notamment chez les gens qui sont un peu précaires, donc chez les gens qui ont du mal, pour leur expliquer comment ils peuvent réduire leurs factures. Ça existe un peu en France, il y a des collectivités locales qui doivent le faire, ça ne se fait pas encore beaucoup. On a primé l'été dernier, le prix EPE Metro News portait sur quelle initiative pour votre commune, et on a donné le premier prix à une jeune femme qui était dans un organisme d'HLM et qui disait la ville pourrait financer une camionnette de bricoleurs, de chefs bricoleurs, qui vont expliquer aux gens, qui ne font pas à la place des gens, comment on déplace un radiateur, comment on installe un robinet thermostatique, qu'on ne met pas une armoire devant le radiateur. Enfin bon, des petites choses, mais qui permettent de faire 10 ou 20% d'économie. Ça, ces métiers ne sont pas créés, mais ce n'est pas exclu que ça se fasse parce que c'est une bonne idée. Et donc, voilà, ça c'est de genre de métiers qui vont être créés. Donc, il y a beaucoup de pédagogie collective qui, si on trouve les moyens de la financer, va devoir être financée. Je peux dire juste quelque chose un peu plus court, mais plus pour insérer ça aussi dans une logique un petit peu plus large d'où va l'économie, où va l'emploi, en fait. Loin de moi la volonté d'expliquer ça, mais on voit quand même, et en tout cas c'est des tendances plutôt lourdes, qu'il y a une brèche de plus en plus importante au niveau de l'emploi. Et on voit en fait qu'il y a de plus en plus d'emplois salariés ou pas. Ce n'est pas toujours un travail salarié, mais de plus en plus des précaires qui font des tâches dans les secteurs des services à l'Amazon, modèle Amazon. Donc précaires plutôt dans les services d'une économie virtuelle, etc. En fait, dans des chaînes très très grandes, des productions et d'approvisionnement. Et une petite minorité, en fait, des salariés plutôt bien payés, très formés, très qualifiés, qui concentrent un peu la matière grise de la production mondiale. Et bien qu'il y a quelque chose au milieu, en fait, on le voit encore dans les classes moyennes des pays développés, c'est quand même quelque chose qui, malheureusement, on voit une tendance se développer qui est une tendance très négative, en fait, sur l'idée même du partage du travail. Donc, c'est quand même une tendance très forte au niveau d'un certain nombre de chaînes d'approvisionnement. Et je pense que, évidemment, et je rejoins beaucoup Philippe, en fait, de dire cette transition énergétique peut se faire maintenant. On n'a pas besoin de tout changer. Avec un peu de chance, ça portera quelque chose d'innovateur et de bon pour nos systèmes productifs, en plus de ce qu'on est en train d'essayer de faire pour l'environnement. Malheureusement, elle se place dans un cadre d'une tendance lourde, en fait, qu'elle ne pourra pas forcément contrer à l'immédiat. Mais il faut essayer de l'inscrire dans une logique positive, malgré ces scénarios et malgré ces contextes. Dominique Méda. Oui, juste pour préciser ce que je disais ce matin, un tout petit coup de publicité pour le livre alors c'est le scénario plus radical que celui dont Philippe parlait, mais donc un petit coup de pub pour le livre de Jean Gadret qui s'appelle Adieu à la croissance et qui lui est porteur en effet d'un scénario où on fait, d'une certaine manière, on fait tout en même temps, c'est-à-dire on fait à la fois du partage du travail, où on profite de la transition énergétique pour avoir une production plus propre, donc avec un plus gros volume de travail, où on fait de l'agroécologie. Voilà, on fait tout en même temps et lui dit qu'à la fin, on arrive à 4 millions d'emplois. Donc, est-ce qu'on est capable de tout faire en même temps ? Et puis, ça suppose aussi de la relocalisation, des coopératives. Voilà, c'est un peu la totale, quoi. Mais je trouve que ça nous fait un peu réfléchir d'aller voir ce type de scénario. Merci. Oui, juste une dernière question et après on clôture effectivement. Oui, une dernière question qui m'a fait Steve Lepleu, enseignement catholique. On a beaucoup parlé de formation continue, de requalification dans la formation, et peu de la formation initiale. On
on voit les réactions, j'en suis heureux, des jeunes qui disent mais alors voilà, quelle place pour nous dans ces emplois et à l'avenir. Comment on prépare en fait dans les formations initiales, quels sont les types de diplômes? D'ailleurs en Allemagne, j'ai entendu parler de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a des diplômes, des filières qui sont porteuses dans les filières technologiques, quels sont les besoins dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe au niveau de la politique éducative qui serait à mener? Alors on sait qu'il y a un gros travail de conscientisation parce que là aussi il y a eu des tentatives autour du développement durable. Il devait y avoir un référent par établissement. Bon, ça n'a jamais vraiment marché. Donc ça, ce travail-là, il est à poursuivre. Mais en même temps, concrètement, quand on parle emploi, on parle compétences, on parle formation, et quelles sont les filières à développer dans tous les domaines pour pouvoir préparer les jeunes à ce marché du travail. Effectivement, là, les plus 600 000 emplois de 2030, en fait, au mieux, on est en train de former en ce moment les prémices de ces jeunes qui pourraient prendre ces emplois, quoi. Que sur la formation initiale, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça, quoi. Là, c'est très juste. En fait, c'est un peu pas du tout ça le problème qu'on a, dans le sens où on a plein de jeunes qui ont envie de bosser dans les renouvelables, dans l'efficacité énergétique, où on a plein de diplômes qui affichent, par exemple, vous avez des diplômes en génie électrique où ils ont un peu du mal à attirer des jeunes, donc ils ont mis génie électrique et énergie renouvelable. Ils ont juste rajouté un cours énergie renouvelable, pour le reste, c'est la même chose. Et hop, ils ont plus d'étudiants. On peut se dire, c'est du greenwashing, c'est nul, mais n'empêche qu'il n'y a pas assez d'emplois dans les énergies renouvelables pour tous les gens qui sortent des diplômes. Par contre, il y a besoin de gens en génie électrique, donc à la limite, heureusement qu'ils n'ont pas trop changé la maquette. Et c'est un peu, ça paraît paradoxal ce que je dis, mais c'est d'expérience, il faut avoir parlé avec des formateurs. C'est un peu comme dans la culture, si vous voulez. Il y a tellement de gens qui ont envie de bosser dans la culture. Le problème, c'est vous avez du coup précarité, des stages non payés très longs, parce qu'il y a trop de gens qui ont envie de travailler là-dedans par rapport à l'offre d'emploi. Et pour l'instant, c'est un peu pareil, en tout cas du côté énergie. Mais je soupçonne que du côté nature, c'est un petit peu pareil, d'après ce que j'ai lu, même si je connais moins bien. C'est pire, ouais. Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de protéger l'environnement, donc d'avoir un diplôme là-dedans, mais sauf qu'après, comme les politiques publiques ne sont pas là, ne sont pas du tout à la hauteur, du coup, il n'y a pas les emplois, quoi. Donc voilà, là où on a un problème vraiment massif, c'est sur la rénovation thermique des logements existants, un peu aussi sur le neuf, mais surtout la rénovation. Et c'est compliqué parce que le secteur est complètement atomisé, vous avez plein de travail au noir. Donc, comment on fait pour faire de la formation continue là où quand la moitié des gens travaillent au noir? Le système de formation professionnelle tel qu'il existe en France, il reçoit beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est toujours idéalement géré? Je ne sais pas. Et puis c'est compliqué parce que vous avez plein d'aides publiques différentes. Claire Tutuani vous a parlé de l'éco-prêt à taux zéro, c'est tout à fait juste. Les banques ont vraiment ne veulent pas et ne savent pas souvent le diffuser, mais vous avez plein d'autres aides. Qui peut connaître toutes ces aides? Vous avez plein d'intervenants à plein de niveaux différents. Vous avez besoin de plein de corps de métier. Il n'y a personne qui les coordonne. Donc là, on a besoin d'une structuration de l'offre qui probablement passera par des artisans, peut-être passera par des majors du BTP si les artisans n'arrivent pas à se mettre à bosser ensemble. Vous avez besoin d'une coordination des corps de métier avec un seul interlocuteur, en particulier face aux propriétaires de maisons individuelles à rénover, qui connaissent les aides et qui puissent aller chercher les aides ensemble et surtout pour faire une offre cohérente. Ça existe, ça commence à se faire. Dans la Drôme, vous avez une initiative qui s'appelle Dorémy de structuration comme ça de groupes d'artisans pour des rénovations thermiques très ambitieuses de maisons individuelles. Ça a commencé donc dans la Drôme, ça commence à se diffuser dans quelques autres départements. On a besoin de ce type d'initiative parce que pour l'instant, les aides publiques sont vraiment mal calibré, le secteur est trop mal organisé pour gérer la transition comme il se doit.
pas complètement répondu à la question. Je vais clore la session. Là, je vous remercie tous mes invités. Je crois qu'on peut les applaudir pour leur témoignage.